merci beaucoup pour votre invitation à ce séminaire qui m'intimide un peu parce que vous êtes tous des spécialistes du monde franco-britannique, ce que je ne suis pas. Mais c'est une belle occasion pour moi de vous présenter un homme dont rares sont celles et ceux qui en ont entendu parler et qui, s'ils en ont entendu parler, n'ont probablement pas trouvé grand-chose pour approfondir leur curiosité, tant manquent les informations sur sa vie et sur son œuvre. Le fait est que depuis le début du XXe siècle et jusqu'en 2019, aucun article, aucun livre n'a été publié sur lui. Une biographie était en préparation dans les années 1930, mais faute d'avoir pu trouver un éditeur, elle continue de dormir dans les archives secrètes de la Prusse, à Berlin, sous la forme d'un tapuscrit en allemand. Alors cet auteur, James Henry Lawrence, mérite qu'on s'y intéresse davantage et qu'on le sorte du silence et de l'ombre dans lesquels aujourd'hui il dort. D'abord parce qu'il pense une abolition du patriarcat qui, à ma connaissance, est sans équivalent à son époque, même parmi ceux qui, comme Godwin ou Boissel, défendent, comme lui, la suppression du mariage et de la paternité. Deuxième raison de s'intéresser à lui, il propose un système qui confie aux femmes, et seulement aux femmes, les moyens de leur indépendance matérielle et physique, puisqu'il conçoit un système de succession matrilinéaire où les biens et le nom de famille ne transitent que par les femmes, soit de mère en fille, soit d'oncle en nièce. Et ça, c'est un système qu'aucun autre, à ma connaissance, ne propose à son époque. Et par époque, j'entends toute une période pendant laquelle, obstinément, il publie une quinzaine de versions de son travail sur ce système de succession matrilinéaire, c'est-à-dire entre 1793, date du premier article, et 1837, date du dernier livre, sur le même sujet. C'est donc un auteur profondément original et même iconoclaste que je viens vous présenter aujourd'hui. Alors, il est oublié aujourd'hui, mais à l'époque de son vivant, il est connu. C'est d'ailleurs parce qu'il fréquente assidûment Goethe qu'on possède aujourd'hui un unique portrait de lui, commandé par le philosophe au peintre Schmeller. Un autre illustre personnage le connaît et vante ses mérites, c'est Shelley, dans une lettre qui est restée fameuse, notamment parce que... et d'ailleurs, une lettre, et c'est notamment parce qu'il a écrit cette lettre qu'aujourd'hui, on a un peu de connaissance de Lawrence, puisque Shelley écrit à Lawrence en 1812 pour lui exprimer son admiration et souligner son influence sur ses idées. Donc voilà la lettre. Je vous laisse en prendre connaissance. Je peux la traduire, mais je crois que tout le monde ici est anglophone. Peut-être que comme il y a du son... Non, c'est un PowerPoint, donc je n'ai pas besoin de la lire. Et en fait, c'est sans doute en raison de cette lettre qui associe Lawrence à Shelley qu'on peut trouver ses livres aujourd'hui à New York dans la Pforzheimer Collection de la New York Public Library. Et c'est parce que cette œuvre se trouve dans cette collection que j'ai pu l'étudier, car sans sa conservatrice, Elizabeth Denlinger, qui a attiré mon attention sur lui quand j'étais en séjour de recherche à New York, je serais passée à côté de lui pendant longtemps encore. Donc, petit hommage à la Pforzheimer Collection dans la New York Public Library. Donc, Goethe, Shelley, il y en a d'autres à son époque qui le connaissent et qui le recommandent, comme Godwin, ou en France, les Saint-Simoniennes, qui le lisent et qui le font lire en le citant, soit dans leurs œuvres. C'est le cas de Claire Demar, qui écrit son dernier opuscule juste avant de se donner la mort, en réponse à une attaque dirigée contre M. James de Lawrence dans le journal de la Femme Nouvelle. Vous le voyez là, il s'appelle James de Lawrence, 1834. C'est aussi le cas de Flora Tristan qui le cite dans une pétition à la Chambre des députés en 1838.
Et donc, vous voyez, au vu de cette notoriété, de ces réseaux de connaissances, de l'influence qu'il exerce sur les défenseurs ou les théoriciens et théoriciennes de l'amour libre ou de l'égalité entre les femmes et les hommes pendant 40 ans, on peut se demander comment il se fait que personne ne lui ait consacré ne serait-ce qu'un article depuis le début du XXe siècle. Alors, pour comprendre en quoi et pourquoi Lawrence disparaît ainsi, j'ai quelques pistes. Par exemple, le fait qu'il propose un système trop radical, y compris pour aujourd'hui, en proposant d'abolir toute paternité. Une autre piste, et c'est celle sur laquelle je passerai un peu de temps avec vous aujourd'hui, c'est celle du caractère apparemment contradictoire, voire paradoxal de son système. Le fait est que Lawrence énonce un discours qui rend difficile de le classer clairement. Est-ce qu'il est féministe quand il propose l'abolition du mariage et de la paternité, ou est-ce qu'il suit tout simplement ce qu'on a appelé un agenda masculin, c'est-à-dire un système qui, en abolissant la paternité, dégage les hommes de toute responsabilité à l'égard des enfants? Est-ce que c'est féministe de vouloir ne confier qu'aux femmes le soin, la charge et la responsabilité des enfants, tout en veillant à leur assurer une liberté sexuelle ainsi qu'une totale autonomie économique et juridique? Enfin, une dernière question, en quoi ce système est-il intéressant pour aujourd'hui? Pour moi, il l'est, et il est moderne, et c'est pour ça sans doute qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un comme moi qui s'en empare alors qu'il a dormi dans les archives pendant si longtemps. Lawrence se bat pour une abolition du patriarcat, ce qui tend à le ranger du côté des partisans de la cause des femmes. Mais il ne le fait pas en féministe. Pour Lawrence, l'abolition du mariage et de la paternité n'est pas une finalité, elle est un moyen de son système. En effet, Lawrence est un aristocrate et ce qui le préoccupe principalement, c'est de renouer avec l'authenticité de la filiation. La noblesse, à ses yeux, ne doit être perpétuée que si elle peut garantir la vérité de son origine noble, depuis l'ancêtre valeureux qui a fondé la lignée jusqu'au rejeton issu de cet ancêtre de génération en génération. Et comme, aux yeux de Lawrence, il est vain de chercher cette authenticité de la filiation dans la paternité qui est toujours incertaine et qui ne produit que de l'anxiété, de la violence, voire des crimes, c'est aux mères seulement qu'il faut confier la filiation. On a donc, vous voyez, affaire à une proposition d'abolition du patriarcat qui, via la recherche d'une vérité de la filiation, sert un motif qui est a priori anti-moderne, puisque c'est la consolidation d'une inégalité des hommes à la naissance. On a donc plusieurs raisons de se méfier de Lawrence. D'abord, il semble servir un agenda masculin plutôt que féminin, en déresponsabilisant les pères, en les dégageant de toute responsabilité. Ensuite, il sert un programme politique anti-moderne en s'inquiétant d'abord de préserver les droits et les prérogatives d'une classe d'hommes qui se considère comme supérieure aux autres à une époque où on réfléchit au contraire sur la démocratie. Mais il n'en reste pas moins qu'avec les outils et les finalités qu'il a, il défend le système qui confère la plus grande autonomie possible aux femmes, et c'est pour ça qu'il m'intéresse. Et je pourrais formuler la question ainsi: en quoi une pensée féministe pourrait-elle s'épanouir grâce à un cadre de pensée aristocratique? Alors pour répondre, je vais passer par 3 étapes. D'abord, je vais revenir sur l'homme, sur l'œuvre, pour vous le présenter, pour les situer dans leur contexte. Et puis ensuite, on va voir comment Lawrence se fait critique du mariage et de la paternité, avec quels arguments. Il veut les détruire en tant que piliers d'un système qu'il nomme patriarcal. Et enfin, dans un 3e temps, on reviendra aux moyens qu'il donne aux femmes pour leur assurer une indépendance, car là, à mon sens, est sa véritable originalité, et là aussi est son véritable féminisme, et donc sa modernité.
Donc vous voyez, je ne viens pas seulement vous présenter une figure oubliée, mais je viens vous présenter le porteur d'une pensée féministe et sans doute la pensée la plus féministe de son temps. Alors, d'abord, ce livre, c'est plutôt un texte protéiforme. Si on revient à l'homme, il faut aller en 1793 quand il publie la première version d'une longue série de publications sur son système. Il a 20 ans. Il est sorti de Eton, où il a passé le plus clair de sa jeunesse. Et puis en 1791, il s'est rendu à Göttingen, à l'université de Göttingen, pour y faire ses études. En 1793, il a 20 ans et il arrive à faire publier un article d'une 50aine de pages dans l'une des plus prestigieuses revues de langue allemande de l'époque, Der Neue Deutsche Merkur, le Mercure allemand, le nouveau Mercure. Vous voyez le titre, c'est en écriture gothique, c'est un peu difficile à déchiffrer. Il va donner à cet article un titre complètement improbable, en tout cas pour nous aujourd'hui. Désolée. Donc il donne à cet article un titre improbable, en tout cas pour nous aujourd'hui, qui explique aussi pourquoi il est passé un peu sous les radars de la recherche sur les auteurs et les œuvres relatives à la cause des femmes, parce que, comme vous le voyez, le titre ne comporte ni le mot femme, ni le mot mariage, ni le mot famille, ni même le mot sexe ou sexualité, puisque le titre, c'est « Désavantages du système de la galanterie et de la succession chez les nerfs ». Alors, attardons-nous une minute sur ce titre. D'abord, on voit l'expression « droit des femmes » n'apparaît pas dans le premier titre, il apparaîtra plus tard, vous le verrez. Ensuite et surtout, la focale est mise sur deux éléments fondamentaux, la galanterie, donc les relations amoureuses, et la succession, donc les moyens juridiques de transmettre sa propriété. Alors on voit mal, a priori, le lien entre la galanterie, c'est-à-dire des affects ou des stratégies amoureuses, et les droits de transmission de la propriété. Et pourtant, c'est à ce croisement que se déploie la pensée de Lawrence, qui repense ensemble la liberté sexuelle des hommes et des femmes et la répartition des moyens de production. Alors, cet essai initial, qui paraît donc en 1793, s'illustre quelques années plus tard, en 1801, d'un roman en allemand intitulé Das Paradies der Liebe, c'est-à-dire le paradis de l'amour. Ce roman de 1300 pages d'un ennui mortel est bientôt traduit en français sous le titre... je ne peux pas revenir en arrière. Sous le titre L'Empire des nerfs ou le paradis de l'amour, une édition dont on a perdu la trace, mais dont on connaît l'existence. En fait, c'était la bonne diapo. On connaît l'existence notamment parce qu'elle est l'objet d'un dossier de censure qu'on trouve aujourd'hui dans les archives de l'Empire napoléonien. Vous voyez, je vous ai mis en rouge le petit encadré, on voit écrit « L'Empire des nerfs ». Mais je n'ai plus la trace de ce livre paru en 1807. Ce livre en français, il le traduit lui-même, cette fois en anglais, en 1811, sous le titre « The Empire of the Nerfs or the Rights of Women, a Utopian Romance ». Et puis d'autres éditions vont suivre avec des titres différents, comme la troisième édition française qui paraît en 1817, Le Panorama des boudoirs ou L'Empire des nerfs, le vrai paradis de l'amour. Vous voyez que quand on cherche des textes sur des théoriciens féministes et qu'on lit Le Panorama des boudoirs, on n'a pas tellement tendance à vouloir ouvrir le livre. Seconde édition, au titre modifié, en anglais cette fois, The Empire of the Nerfs or The Panorama of Love. Donc on observera que les droits des femmes ont désormais disparu. Et un autre titre encore plus improbable pour les recherches féministes, c'est celui de l'édition de 1831, sous la forme d'un fascicule de quelques pages seulement cette fois, qui s'appelle « Les enfants de Dieu ou la religion de Jésus », par un certain James de Lawrence. Et puis ce titre est traduit plus tard en anglais, The Children of God, avec un auteur qui est toujours James de Lawrence, alors qu'on est en Angleterre. Enfin, un dernier titre qui aurait eu plus de chances d'attirer notre attention, qui se rapproche presque d'un titre de vaudeville,
c'est plus de mari, plus de père, ou le paradis des enfants de Dieu, cette fois par le chevalier de Laurence, et c'est le dernier titre connu de Lawrence qui meurt en 1840 à Londres. Au total, j'ai donc compté une quinzaine d'éditions différentes en 3 langues de ce roman et de son essai introductif. Alors, le roman, donc interminable, d'un ennui mortel, qui fait pas moins de 1300 pages dans son édition extensive, qui n'a donc pas un grand intérêt littéraire, sans doute une des raisons du coup supplémentaires pour lesquelles on ne s'est pas tellement intéressé à Lawrence. Roman qui raconte les aventures d'un Anglais qui découvre la société matrilinéaire des Ners sur la côte sud-ouest Inde, au Malabar, une caste qui existait, qui existe toujours, dont l'existence est identifiée. À l'époque, on retrouve des descriptions des Ners de cette caste indienne chez Montesquieu ou dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et on la trouve évidemment dans les ouvrages sur l'Inde, comme cet ouvrage de James Forbes, qui en profite pour peindre ces femmes. Donc, c'est une société où les femmes sont les seuls chefs de famille, où elles bénéficient d'une absolue liberté sexuelle et d'une indépendance matérielle incontestée. Une société où elles héritent du nom et des biens de famille, pendant que les hommes portent les armes, gouvernent le pays. Le roman qui décrit cette société s'assortit d'une forte critique des mariages dans les sociétés européennes, mariages qui, d'après l'introduction, sont tous malheureux, stériles ou violents. Alors, dans l'article initial, parce que c'est celui-là qui m'intéresse, même si, bien sûr, je suis allée voir dans le roman les illustrations possibles qu'il pouvait faire de son système, mais on n'en trouve finalement pas de long développement, donc je me concentre sur l'introduction. On a de longs passages argumentés, référencés sur l'égalité naturelle entre les hommes et les femmes. Lawrence, comme d'autres à la même époque, remet en question l'infériorité qu'on attribue au sexe dit faible. Et à la question « La nature a-t-elle voulu cette infériorité ou n'est-elle que le résultat de l'éducation ?» Il fallait quand même déjà la formuler ainsi. Il répond que, dans leur enfance, les frères et les sœurs font des progrès égaux en tout genre de connaissances, et je cite, que si le garçon éclipse la fille dans la suite, c'est parce qu'on les conduit, c'est-à-dire qu'on les élève et qu'on les éduque différemment. Et donc, en fait, on peut dire, parce que là, je vous donne qu'un extrait, mais d'une manière générale, il déploie une des premières analyses genrées des socialisations enfantines, différenciées des filles et des garçons, quand il décrit, par exemple, comment les garçons sont, contrairement aux filles, envoyés à l'école publique, comment on stimule leur intelligence, comment on laisse libre cours à leur jeu, au développement de leur corps, de leur imagination, ou quand il décrit, à l'inverse, comment les filles sont cloîtrées chez elles, ou dans des couvents, où elles sont surveillées, telles des, je cite, sultanes, ou comment tout exercice est interdit aux filles, comment leurs lectures sont tenues sous l'étroite surveillance des parents ou des surveillantes, et enfin, comment les apprentissages des filles se limitent en général à la danse et à la musique, ainsi qu'aux ouvrages à l'aiguille. Rien, dit-il, qui fasse prendre un grand essor à leurs idées, constate Lawrence. Cette éducation différentielle des deux sexes est donc, selon lui, une décision consciente de l'homme qui, je le cite, a décidé en maître absolu que l'ignorance consoliderait son autorité. D'ailleurs, dit-il, il suffit d'observer les autres classes de la société, par exemple la classe des paysans, où on voit que les garçons sont moins instruits et que les filles jouissent d'une plus grande liberté. Alors on s'aperçoit que la nature n'est en rien responsable des différences entre les deux sexes. Donc non seulement Lawrence est profondément convaincu que c'est l'homme qui a cherché à asseoir sa domination sur les femmes, mais il considère aussi que cet homme a également inventé le mariage pour son seul bénéfice. Lawrence rejoint des contemporains dans sa critique de l'institution du mariage. D'abord, il y voit un instrument entre les mains des chefs de famille qui cherchent à faire alliance entre eux pour redorer leur blason ou pour faire prospérer leur terre via la dot. Il voit le mariage comme un moyen pour certains hommes de s'assurer les services ou le soin d'une épouse. Enfin, pour lui, ces mariages arrangés sont pour le seul bénéfice des hommes, qu'ils soient les pères ou les maris des femmes mariées, et ils engendrent soit au mieux
de la mésentente entre les époux, ce qui, selon lui, a un effet négatif sur la fécondité de la nation, puisqu'il amène les époux à ne plus partager le même lit. Mais dans le pire des cas, ces mariages arrangés augmentent les violences dans l'espace public, puisque la jalousie, le contrôle des femmes, le désespoir d'être trompées provoquent du désordre, voire des duels, voire des crimes. Et je vous informe en passant que Lawrence invente un néologisme qui s'appelle le mariticide pour désigner les crimes entre époux, un siècle et demi avant la notion de féminicide. Pour certains contemporains qui sont, comme Lawrence, conscients des maux du mariage, au fond, il suffirait d'introduire le divorce, c'est-à-dire de faire cesser l'enfermement des époux pour mettre fin à ce que tous considèrent comme les conséquences délétères du mariage. Après tout, disent les réformistes, les progressistes de l'époque, ce n'est pas tant le mariage qui est mauvais, c'est son caractère indissoluble. Et donc, il suffit d'ouvrir les portes du mariage en permettant à tout individu marié de s'en libérer pour que cessent ses effets pervers. Ça, c'est la position, par exemple, des législateurs français, puisque, je vous le rappelle, pendant la période révolutionnaire, ils votent le divorce en 1792. Pour Lawrence, le divorce n'est pas une solution. Au fond, le problème structurel et majeur auquel, selon lui, il faut apporter une solution, ce n'est pas tellement la violence entre les époux ou entre les maris et les amants, ce n'est pas tellement l'infécondité de la nation. Le problème pour lui, c'est que même dans le plus heureux des mariages, les hommes et les femmes iront toujours chercher ailleurs de nouvelles sensations. Dès lors, aucun homme ne pourra jamais être sûr d'être le père de ses enfants, ou plutôt d'être le père des enfants nés du ventre de son épouse. Et s'il existe des conflits et de la violence qui naissent du mariage, c'est autant du fait de la jalousie masculine que du fait de l'anxiété que génère chez l'homme la peur de ne pas être le père des enfants de sa femme. La paternité est donc à abolir car elle repose sur une incertitude qui est sans solution. L'autre solution qui serait possible, c'est de surveiller constamment les femmes, et c'est une solution à laquelle Lawrence ne se résout pas, contrairement au Code civil français. Abolir la paternité nécessite d'abolir le contrat qui est destiné à garantir la paternité, à savoir le mariage. Il y a là, alors je reconnais, une causalité qui aujourd'hui peut échapper à certains ou certaines d'entre nous. La paternité ne repose à cette époque que sur le mariage et sur une disposition du mariage en particulier qu'on appelle la présomption de paternité, qui existe encore aujourd'hui. Présomption de paternité qui fait que tout homme marié est reconnu, ou plutôt désigné, comme le père des enfants de son épouse. Pour Lawrence, comme pour beaucoup de ses contemporains, le mariage est le moyen que se donne un homme pour s'assurer une descendance en gardant le monopole sur la sexualité de sa femme et donc sur la mère d'enfants dont il veut s'assurer qu'il est bien le père. Et je parlais tout à l'heure du Code civil français qui considère que la présomption de paternité est une arme entre les mains des maris afin de contrôler la sexualité de leur épouse. Et j'ai, pour étayer cette assertion qui peut paraître choquante, lors de la rédaction du Code civil au tout début du 19e, le Code civil de 1804, Napoléon, qui fait partie des législateurs qui rédigent le Code civil, explique très bien pourquoi il souhaite maintenir la présomption de paternité qui, selon ses collègues, a l'air d'être quand même un peu à l'avantage de l'épouse, puisque l'épouse peut trouver toujours un père pour ses enfants. C'est-à-dire elle peut avoir un amant, elle aura toujours un père pour ses enfants. Donc pourquoi maintenir une présomption de paternité qui a l'air de protéger l'épouse adultère ? Et Napoléon répond, on va garder la présomption de paternité parce que, je le cite, le mari doit avoir un pouvoir absolu et le droit de dire à sa femme, Madame, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas à la comédie, vous ne verrez pas telle ou telle personne, car les enfants que vous ferez seront à moi.
Et donc la présomption de paternité est, dans l'esprit de Napoléon, une arme entre les mains des maris pour contrôler les allées et venues, et en particulier la sexualité de leurs femmes. Alors j'ai fait ce détour par les lois françaises pour vous montrer que l'obsession pour l'authenticité de la filiation est répandue, et bien au-delà du cas de Lawrence, et pour vous montrer aussi que là où lui, Lawrence, se distingue par rapport à certains de ses illustres contemporains comme Napoléon, c'est sur les moyens pour parvenir à l'authenticité de la filiation. Là où Napoléon prône un renforcement du contrôle des femmes, Lawrence défend au contraire une liberté sexuelle pour les femmes comme pour les hommes, ce qui entraîne nécessairement de renoncer aux responsabilités d'un partage de la parentalité, c'est-à-dire des conséquences reproductives de cette liberté sexuelle. Désormais, pour Lawrence, ce sera aux femmes seulement d'assumer les conséquences de leur sexualité, qui, à l'époque, je vous le rappelle, est presque toujours reproductive. On est à une époque où il n'y a pas de contraception, où il y en a une, mais enfin, elle est très très mal contrôlée. Ce faisant, en universalisant la responsabilité maternelle, c'est-à-dire en faisant en sorte que désormais toutes les femmes et seules les femmes soient responsables des enfants qu'elles mettent au monde, il ne fait qu'étendre un devoir qui incombe déjà aux mères hors mariage, puisque ce sont elles qui, dans le droit français à l'époque, sont tenues pour ultimes responsables de la survie des enfants qu'elles mettent au monde en dehors du mariage. Je rappelle que l'infanticide est puni de la peine de mort. Donc, si le père ne reconnaît pas l'enfant, y compris l'enfant naturel pendant la toute petite période de la Révolution où il y avait une possibilité pour les pères d'enfants naturels de les reconnaître, s'il ne les reconnaît pas, qui est l'ultime responsable, qui a les devoirs et l'obligation d'élever l'enfant, c'est toujours la mère. La grande originalité de Lawrence, c'est donc de chercher ailleurs que dans un renforcement de la surveillance des femmes, une solution à un constat qui est alors, vous le voyez, largement partagé, c'est cette incertitude de la filiation paternelle. Alors il reste un autre problème. Dans une société qui n'offre pas aux femmes les moyens de vivre de leur travail, en dehors du domicile conjugal, j'entends, comment ces femmes, mères, ultimes responsables de l'enfant qu'elles portent, comment pourront-elles survivre avec ces enfants désormais sans père, donc sans soutien? À l'époque de Lawrence, on a des penseurs qui se posent cette question. Exemple, Godwin ou le français François Boissel. Eux aussi sont favorables à une abolition du mariage et de la paternité. Mais leur solution à eux consiste à se reposer sur la bonne moralité des hommes ou sur la communauté qui prendront en charge les enfants des femmes. Lawrence se montre moins idéaliste et plus pragmatique. Lui ne compte pas sur la bonne volonté individuelle des pères naturels. Il ne croit pas dans les bienfaits de la communauté ou du collectif. Et sa solution consiste donc à doter les mères des moyens de subvenir par elles-mêmes aux besoins de leur famille. Et dans l'Empire des Nerfs, l'indépendance des femmes est assurée par un bouleversement des règles de la propriété et de la succession. Désormais, seules les femmes hériteront, de mère en fille, des moyens de leur survie, c'est-à-dire des biens dont elles peuvent tirer un profit. La terre, les outils de travail, les immeubles, etc. Les femmes sans héritage se tourneront vers l'État qui leur versera une rente proportionnelle au nombre de leurs enfants. Les hommes, eux, vivront des rentes que leur mère ou leur sœur décideront de leur donner et ils transmettront leurs biens éventuellement acquis du temps de leur vivant à leurs nièces ou à leurs sœurs à défaut de nièces. Le mot « père » n'existe donc plus dans la société des Nerfs, contrairement au mot de « oncle » ou de « neveu ». Les hommes sont libérés des charges et des responsabilités familiales et donc, dès lors, ils peuvent vaquer à leurs occupations intellectuelles, guerrières ou politiques. On est face à un système matrilinéaire qui ne confie pas seulement aux femmes les rênes du pouvoir, ce n'est pas un matriarcat. La division du travail social se répartit de manière différenciée entre
les femmes qui possèdent les responsabilités et l'indépendance que confère la détention des moyens de production et de reproduction. Donc vous voyez, production et reproduction sont d'un côté. Et d'autre part, ceux qui sont plus libres, plus mobiles, et qui agissent dans la limite des moyens que leur concèdent celles qui détiennent les moyens de production. Alors, je vous ai dit que Lawrence considérait la filiation maternelle comme un moyen pour atteindre un objectif qui apparemment n'a rien à voir, a priori, avec le féminisme, puisque je vous l'ai dit, c'est la filiation qui préoccupe Lawrence. C'est parce qu'il est persuadé de la nécessité de préserver l'authenticité de la filiation qu'il choisit de ne se fier qu'aux lignées maternelles, seules certaines, seules sûres, et qu'il renonce à toute filiation paternelle. Alors, je n'ai pas le temps de développer sur l'éthos aristocratique de Lawrence, mais il faut que vous sachiez, pour comprendre ces ordres de priorité, qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui aura un certain retentissement et qui s'intitule « On the Nobility of the British Gentry ». Cet ouvrage qu'il publie en 1824, alors qu'il a déjà presque 50 ans, défend l'idée que la gentility est supérieure en valeur à la nobility. La première, la gentility, est innée, dit-il, car un ancêtre lointain a démontré la qualité de la race en portant les armes, alors que la seconde peut toujours s'acquérir par n'importe quelle action d'éclat, et elle renvoie au simple fait d'être connue et reconnue par la notabilité. Ce faisant, cette nobility ou notabilité peut concerner n'importe quel individu qui se distingue par une action d'éclat, et il n'est pas inutile de savoir à l'appui de cette thèse que Lawrence est le descendant d'un chevalier, le chevalier de Saint-Yves, anobli par le roi James Ier à la fin du XVIe siècle, et que lui-même, pour redorer son blason, un blason qu'il estime trop peu respecté car son père est un simple écuyer, ce qui est le grade inférieur dans la hiérarchie de la noblesse anglaise, il va s'acheter un ordre de Malte, et ce qu'on voyait tout à l'heure sur son portrait, je ne sais pas si vous avez vu, il avait une croix de chevalier de l'ordre de Malte, afin de pouvoir se faire appeler chevalier, et non plus seulement écuyer, et donc se faire ouvrir éventuellement les portes des cours européennes qu'il fréquente. C'est parce qu'il est fondamentalement favorable à la promotion de la noblesse ancienne par rapport aux noblesses récentes. C'est parce qu'il est convaincu de la valeur qui se transmet par le sang de génération en génération que Lawrence défend avec tant de force la vérité de la filiation. Et c'est donc la force de cet éthos aristocratique qui explique son attachement à la matrilinéarité. Alors, le voilà donc rangé parmi les antimodernes, par cet attachement aux valeurs de l'aristocratie à une époque des révolutions. Pour autant, il n'est pas un conservateur. On ne peut pas l'être en défendant l'abolition de ce qui constitue l'une des bases matérielles, juridiques et économiques de la nouvelle société des droits de l'homme, c'est-à-dire le mariage et son corollaire, la paternité. C'est un anti-moderne qui n'est pas conservateur. Et le renvoyer dans l'ombre parce que son féminisme serait subordonné à une cause anti-moderne, c'est comme si on s'interdisait d'observer ou de prendre en considération la liberté des femmes dans une société matrilinéaire au motif que cette société matrilinéaire n'est pas moderne. Donc on peut considérer Lawrence comme quelqu'un qui, au lieu d'être empêché par son antimodernité, se sert de cette antimodernité pour penser, en dehors du mariage, les deux piliers, pour penser en dehors du mariage et de la paternité, qui sont les deux piliers de notre modernité. Excusez-moi. J'ai bientôt fini, je conclus. Défenseur des droits et non pas des devoirs reproductifs des femmes, Lawrence peut être situé dans une forme d'avant-garde de ce qu'on pourrait appeler un féminisme maternaliste renouvelé. Lawrence est un essentialiste, puisqu'il répartit les droits des individus en fonction de leur capacité reproductive, donc de
leur essence corporelle en tout cas. Les personnes qui ont la potentialité de porter un enfant en ont la charge. Celles qui n'ont pas cette potentialité sont exclues de toute filiation directe et ne peuvent pas établir de liens familiaux et patrimoniaux, sauf avec les rejetons de leur sœur. Lawrence est un maternaliste dans la mesure où il fait des mères les piliers de la transmission, mais je répète, il ne considère jamais qu'il est du devoir des femmes de devenir des mères. C'est une potentialité du corps féminin, ou je dirais même femelle, si on déconnecte comme aujourd'hui la capacité reproductrice du genre de la personne, c'est le corps femelle qui a la potentialité de faire des enfants et qui, à ce titre, se voit conférer les droits de succession. Ce n'est qu'une potentialité sociale. Elle n'a pas à s'exprimer obligatoirement pour qu'une femme demeure dans le cercle des personnes respectables. Et qu'est-ce que fait Lawrence finalement ? Il oppose à une société traditionnelle, patriarcale, une autre société traditionnelle, mais matrilinéaire. Et à un partage qui n'est ni égalitaire, ni équitable, qui repose sur la famille gouvernée par le père, il propose de substituer un autre partage. Un partage qui refuse la complémentarité des sexes, même quand elle est contractualisée par le mariage, qui refuse la solidarité entre les sexes, un partage qui part du principe que les hommes et les femmes sont aussi instables les uns que les autres, qu'ils ont autant les uns que les autres des besoins sexuels et affectifs à combler, éventuellement avec différents partenaires, et qu'il faut d'emblée veiller à leur assurer une indépendance à la fois vis-à-vis des unions instables, toujours instables, ou vis-à-vis des conséquences reproductives de ces unions. Aux hommes, il assure une liberté d'action absolue, en les dégageant de toute responsabilité, mais aussi de tout accès à la propriété des enfants. C'est une problématique que je considère comme plus que moderne, à une époque où, aujourd'hui, l'après-divorce se révèle parfois si difficile à gérer et si lourd de conséquences pour les mères comme pour les pères. Aux femmes, Lawrence demande d'assumer seules les fruits de leur liberté sexuelle, tout en leur donnant les moyens de cette responsabilité exclusive. Et ce faisant, je considère qu'il ne fait qu'anticiper un mouvement de fond qui ne commencera à rencontrer une légitimité qu'au XXIe siècle, une fois les femmes en capacité de se passer du mariage pour élever des enfants dont elles gardent, parfois à leur corps défendant, la responsabilité ultime. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans 80% des cas, plus de 80% des cas après le divorce, c'est la femme qui conserve la responsabilité exclusive de l'enfant. Pour continuer et finir sur la modernité de cet anti-moderne, on peut dire que Lawrence permet de penser une société qu'on pourrait qualifier donc de maternaliste, parce qu'elle veille à prendre en considération une différence indépassable entre les potentialités reproductives des corps femelles et des corps mâles, parce qu'elle prend acte du risque de vulnérabilité physique, sociale et économique qu'induit toujours l'enfantement dans nos sociétés modernes, et parce qu'enfin, ce système n'impose pas aux femmes de suivre ce destin corporel, mais veille à leur assurer d'emblée une indépendance vis-à-vis des hommes, indépendance qui est l'ultime point d'achoppement aujourd'hui des inégalités de genre. Pour ce qui est du paradoxe que je soulevais en introduction, entre la modernité de son discours antipatriarcal et l'antimodernité de son projet aristocratique, j'espère que vous voyez que c'est surtout une vue de l'esprit. Ce qui importe à Lawrence, c'est l'authenticité de la filiation, un sujet qui,
n'a rien perdu de son actualité, loin s'en faut. Laurence la met au service de l'aristocratie, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on peut la transposer sans mal pour la mettre au service d'une reconnaissance des responsabilités maternelles. Et cela montre surtout que l'intérêt de son propos, c'est d'organiser la société à rebours du patriarcat, en reconnaissant aux femmes les moyens de faire face seules aux charges qu'engendre nécessairement le fait d'être en position de responsabilité pour autrui, sans jamais se placer sous la dépendance d'un autre. Parce que ce qui définit la mère, c'est d'être ultimement, si je peux employer cet adverbe, en responsabilité d'autrui, l'enfant. Et l'enjeu pour Laurence, c'est de n'être jamais dans l'indépendance d'un autre, autrui, que cet enfant. Dans le système de Lawrence, la liberté des femmes est un moyen au service d'une finalité aristocratique en contradiction avec les principes démocratiques du féminisme moderne, c'est vrai, mais cela, à mon sens, ne doit pas atténuer le caractère radicalement féministe de sa proposition. Au contraire, je crois que s'il n'avait pas été un aristocrate tourné vers un âge d'or de la noblesse, avide de renouer avec une authenticité jamais atteinte, il n'aurait pas songé à aller aussi loin dans sa réflexion. Car là où ses contemporains les plus audacieux, comme Godwin ou Boissel, pensent comme lui qu'il faut abolir le mariage et la paternité, aucun ne va jusqu'à confier aux seules femmes la transmission du nom, de famille et de la propriété. Et il fallait donc se situer complètement à rebours de notre modernité et même des radicalités de son époque pour parvenir à inventer une utopie dont je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de mesurer la puissance féministe ni la modernité. Alors, j'espère que vous me pardonnerez de n'avoir pas suivi jusqu'au bout la piste biographique de Lawrence, qui est un individu hors norme, et piste biographique qui pourtant vaut le détour, parce que c'est un homme qui a eu 1000 vies, et j'espère un jour revenir peut-être pour vous parler de la suite des aventures de Lawrence. Mais en fait, j'ai choisi de défendre devant vous d'abord le caractère moderne et féministe de cet anti-moderne qu'on a trop longtemps laissé dans les oubliettes de l'histoire de la cause des femmes, probablement en raison de son attachement à distinguer les destinées sociales et politiques des femmes et des hommes, quelque chose qui ne pouvait que nous choquer, nous qui tendons au contraire à prôner leur interchangeabilité. Et il le fait au nom d'un propos qui est profondément égalitaire. Vous l'avez vu, je vous l'ai démontré en première partie, tant sur leur droit à disposer de leur corps que sur la nature morale de leurs affects et leur droit à l'éducation. J'espère que par ce détour, par sa pensée, on voit mieux maintenant à quel point, en fait, il s'attaque aux bases du patriarcat en dénouant le fil de la solidarité parentale entre les hommes et les femmes, ce fil de la solidarité parentale qui, depuis 200 ans, est au fondement, encore aujourd'hui, de notre droit. Je vous remercie.